Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18 heures. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. On est bon pour le son, là? Donc, l'appel des membres, Madame Luciani, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Moutet, Monsieur Cabri, Madame Martedu, Monsieur Domas, Madame Leroy, Monsieur Côté-Moine, donne procuration à Monsieur Albérigo, Madame Effession donne procuration à Monsieur Dumay, Monsieur Landa, Madame Samazan donne procuration à Madame Gauthier, Monsieur Richard, Madame Quenet, Madame Guffon, Monsieur Albérigo, Monsieur Dumay, Madame Blachier-Graffin donne procuration à Madame Martedu, Monsieur Michel, Madame Gauthier, Monsieur Kopp, moi-même, Monsieur Delvallée, Monsieur Déon, Madame Sintès, Madame Papa donne procuration à Madame Leroy, Monsieur Lupi, Madame Ferrard, Monsieur Papazian donne procuration à Monsieur Lupi, Madame Glagliardi donne procuration à Monsieur Prior, Monsieur Prior, Monsieur Malfato donne procuration à Monsieur Chable, Madame Ambrogio, Madame Legon, Monsieur Chable, Monsieur Basile. Merci. Nous allons passer maintenant à la nomination du ou de la secrétaire de séance. Je pense qu'il n'y a pas de suspense. Je vous propose Valérie Luciani. Y a-t-il des observations ou d'autres candidats? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2023. Y a-t-il des observations? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Madame Luciani, les décisions du maire. 23-26, liste des marchés passés au titre de la période du 20 juin au 16 octobre 2023. Merci. Merci. Vous avez la liste qui a été transmise. Je vais vous faire, avant de commencer la première délibération, deux petites communications. La première, conformément à notre engagement de campagne, la municipalité que j'ai l'honneur de conduire s'est inscrite dans une démarche éco-responsable pour les projets que nous lançons comme pour notre quotidien. C'est dans cet esprit que vous assistez au dernier conseil municipal où vous seront fournies des bouteilles d'eau. Ainsi, ce soir, et ce n'est pas le Père Noël, Madame Ambrogio, vous trouverez pour chacun d'entre vous une gourde thermique qui remplacera désormais les bouteilles en plastique. Voilà, donc ce soir on a doublé bouteilles en plastique pour que vous puissiez vous désaltérer et la gourde. Donc les prochains conseils, il n'y aura plus de bouteilles. Voilà. La deuxième communication, c'est suite à la visite de Monsieur le préfet du Var. Celui-ci m'a fait l'honneur de m'inviter à participer à la Convention nationale de la démocratie locale ce 7 novembre dernier à Paris. À cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, que j'avais déjà rencontré lors du Salon des maires l'année dernière. Lors de nos échanges, j'ai pu particulièrement insister sur trois sujets principaux. Notre démarche ville basse température l'été, les subventions du fonds vert, bien sûr, les problématiques rencontrées à la gare SNCF concernant l'insuffisance de stationnement autour de notre gare. Sur ce dernier point, un premier contact est d'ores et déjà établi avec les services du ministre délégué au transport. En outre, je vous informe que la SNCF lance des travaux avec le concours de la région Sud pour moderniser le parking actuel et ainsi que les bâtiments. Donc il va y avoir
des places de parking qui ne sera plus du stationnement anarchique. Il y aura une ombrière, puisque maintenant c'est la loi, une ombrière photovoltaïque sur ce parking, et il y aura aussi donc la rénovation du bâtiment de la gare SNCF, les murs, les façades et les fenêtres, et en plus aussi les travaux qui sont prévus pour la passerelle qu'on a voté lors d'un conseil municipal précédent, et ainsi que la remise à niveau, surtout en hauteur du quai. Donc nous sommes bien sur l'opération qui a été lancée, Gare 2050. Néanmoins, nous souhaitons une action de plus grande ampleur de la part de la SNCF, puisque le nombre de places reste insuffisant, malgré la présence d'un parking provisoire municipal gratuit à proximité que nous avons fait il y a maintenant 2 ans. Il y a des mots, j'arrive pas. J'exerce une pression assez forte auprès de la SNCF pour qu'un agrandissement de ce parking puisse être réalisé dans des délais raisonnables. Je pense que vous connaissez tous la gare de Cuers. On a, après le bâtiment, un portail et derrière un terrain de 7000 m², je crois, qui appartient malheureusement pas à SNCF Connect, mais à SNCF Immobilier. Et un jour ou une semaine ou un mois, ils nous disent on ouvre le portail, vous pouvez créer des places de parking, et la semaine ou le mois suivant, nous n'avons plus accès. Donc c'est une guerre perpétuelle avec les services de la SNCF. Donc je vais faire bien sûr intervenir le ministère pour que ce dossier avance très rapidement. Voilà les 2 communiqués que je comptais vous faire, qui sont, je pense, assez importants au vu de la situation que l'on retrouve à la gare SNCF, qui est due bien sûr une partie, et il va y avoir un questionnaire qui va être distribué, parce que je suppose qu'il y a quand même du covoiturage, et ça doit servir un petit peu d'air de covoiturage. Et après, bien sûr, ça sert, et ce qui est normal, puisque la gare est dans un axe assez passant. On a toutes les personnes qui descendent de Roquebaron, les personnes qui montent de Pierrefeu, qui prennent, au vu de la conjoncture économique actuelle, le train. Et il y a un train de plus le matin. Et il y a aussi le phénomène de la gare qui a été faite devant l'hôpital Sainte-Mus, qui permet aussi au personnel soignant de pouvoir aller travailler dans de meilleures conditions que les conditions routières que l'on a actuellement dans le périmètre toulonnais. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On va passer à la première délibération. C'est la modification de la composition des commissions municipales. Monsieur Chable m'a demandé de changer avec monsieur Éric Malfato, d'échanger sur certaines commissions, pour résumer, d'où cette délibération. On passera la même aussi au prochain conseil municipal pour le groupe de monsieur Lupi, puisqu'il faudra qu'on change aussi une personne qui ne fait plus partie de votre groupe pour la remplacer par monsieur Prior. Il était trop tard pour faire le changement, donc on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Cabri, ajustement d'une provision pour risque contentieux. Vous m'entendez là, c'est bon? Donc c'est la 3e fois qu'on fait un ajustement sur cette provision. C'est toujours la problématique du permis de construire qui a été refusé. Et donc il y a eu un nouveau mémoire. Et ce mémoire a demandé de 2500 €, il est passé à 2000 €. Donc on récupère 500 €, c'est pour ça qu'on fait l'ajustement. Voilà. Des questions, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Allez, ajustement de la provision pour créance douteuse, budget ville, monsieur Dumay.
Considérant qu'en vertu du principe comptable de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions de créances douteuses, qu'une provision doit être constituée par délibération de l'Assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur le compte des tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d'irrecouvrabilité estimé à partir d'informations communiquées par le comptable. La délibération 2020-12-24 du 17 décembre 2020, fixant à compter de l'exercice 2020 et après concertation avec le comptable public et au regard du volume des titres qui restent à recouvrer sur le budget principal, les modalités d'évaluation des sommes à constater annuellement par la méthode et de calcul suivant. La provision N est établie au vu de l'état des restes à recouvrer N-2. L'année N-1 faisant encore l'objet de règlements réguliers, la situation n'est pas représentative des montants à risque. Les titres relevant de la procédure collective sont provisionnés à hauteur de 70% en cas de redressement judiciaire et 100% en cas de liquidation judiciaire. Au cours de l'année suivante, les procédures de redressement judiciaire seront provisionnées pour les 30% restants. Les autres titres sont provisionnés à hauteur de 10% la première année, 30% les 3 années suivantes pour atteindre 100%. Compte tenu de l'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 19-10-2023, j'expose à l'Assemblée que la délibération 2022-11-16 du 30 novembre 2022 a approuvé l'ajustement de la provision semi-budgétaire à hauteur de 1 952 € sur le budget principal pour la dépréciation des comptes de tiers pour l'année 2022 afin de couvrir le risque estimé à 11 416 €. Au vu des états de reste à recouvrer transmis par le comptable public, il convient de procéder à l'ajustement de la provision par une dotation complémentaire de 667 €. Par ailleurs, dans le cadre de la certification des comptes locaux, le commissaire aux comptes avait demandé à la commune de provisionner 100% des créances antérieures à 2018, qui s'élèvent à 22 610 €. À titre exceptionnel, au vu de la méthode de calcul adoptée en 2020, la commune suit les recommandations du commissaire aux comptes et majore pour cet exercice la provision du dit montant. Il est demandé aux membres du conseil municipal de constituer une provision complémentaire pour la dépréciation des comptes de tiers semi-budgétaires pour un montant de 23 277 € afin de couvrir le risque estimé à 34 693 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'ajustement de la provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 23 277 € pour l'année 2023, afin de couvrir les risques estimés à 34 693 €. Il est dit que les crédits budgétaires sont inscrits au chapitre 68 du budget primitif 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Oui, il y a des abstentions, le groupe de M. Chable, si j'ai bien compris. Ouais, c'est bon, j'ai vu. On est sur laquelle maintenant? Autorisation de programme et crédit de paiement, M. Cabri. Bon, là, c'est simplement une remise à niveau de la PCP, donc sa gestion des plans de pluriannuels avec une projection à moyen terme. Donc, on a fait évoluer en 2023 ce qui était prévu, ne serait-ce que par rapport à Jean Jaurès. Donc, on a fait évoluer simplement la PCP relative aux travaux de Jean Jaurès. Donc, vous regardez, prévu en 2023, il était prévu 2 millions d'euros.
Et on passera à 6 millions d'euros. Et donc, en prévu en 2024, il était prévu 6 700 000 euros, on passera à 2,7 millions. Voilà, c'est la différence. Et après, au mois de mars, quand on votera le budget, on vérifiera les APCP, comment on va les fonctionner par rapport à l'inflation qu'il y a eu. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, on est toujours en attente de la stabilité sur les prix. Questions, non ? Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Vous avez vu? Ouais. Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Madame Marie-Noël Martédu, garantie partielle d'emprunt à Grand Delta Habitat pour la construction de 14 logements individuels à Cuers. Considérant la décision de la Direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM, du Var, portant agrément à Grand Delta Habitat pour la construction de 14 logements individuels, le contrat de prêt numéro 148 596 en annexe signé entre Grand Delta Habitat et la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer cette construction, que Grand Delta Habitat sollicite la commune pour la garantie partielle à hauteur de 50% de l'emprunt, soit 1 346 000 euros et 60 euros. Qu'en accordant cette garantie partielle, la commune, en cas de défaillance du débiteur, s'engage à assurer pour lui l'exécution de son obligation à hauteur de la quotité garantie. L'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille et Loisirs, en date du 19/10/2023. J'expose ce soir à l'Assemblée que pour financer la construction des 14 logements situés sur la commune de Cuers, lieu-dit La Clovade, en vue de réaliser une opération locative dénommée l'Aubépine, Grand Delta Habitat a contracté l'emprunt numéro 148 596 de 2 692 120 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations et sollicite la commune pour une garantie partielle de cet emprunt à hauteur de 50%, soit 1 346 060 euros. Cet emprunt est constitué de 7 lignes de prêt. Alors, ce projet a été travaillé de concert avec Grand Delta Habitat afin de privilégier la construction de 14 villas en bande plutôt que du collectif. Des villas de type T3, T4, T5. Par ailleurs, et réglementairement, les places de stationnement devaient être au nombre de 18 places. La commune a souhaité que le projet intègre plus de places de stationnement. De ce fait, le nombre de stationnements prévus au permis et de 25 places, dont 2 places pour personnes en situation de handicap. Voilà, je continue. Alors, je propose ce soir, il est proposé au conseil municipal d'accorder sa garantie partielle à Grand Delta Habitat à hauteur de 50%, soit 1 346 060 euros, pour le remboursement du prêt d'un montant total de 2 692 120 euros, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de contrat de prêt, numéro 148 596, constitué de 7 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Que la commune s'engage à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Merci Madame Martédu. Comme vous l'avez précisé, parce que je comptais en parler aussi, c'est un projet qui a été autorisé en premier semestre 2022. Ce sont des personnes, mais on en avait déjà parlé, qu'on a reçues 7 fois, justement concernant les places de parking. Ils étaient autorisés sur le PLU, les autoriser à faire une seule place de parking par logement. On sait très bien tous que ça ne fonctionne pas. De ce fait, de 18 places, nous sommes passés à 25 places. C'est très bien résumé.
Voilà, c'est le projet, il est en bas du boulevard pour ceux qui se sont pas repérés sur le secteur, derrière la cave coopérative. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Cabri, décision modificative numéro 3 du budget ville. J'avais oublié encore le micro. Bon, vu le Code général des collectivités territoriales, il y a lieu de procéder pour décision modificative numéro 3 à des réajustements budgétaires. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision en hauteur de, en section de fonctionnement, à 13 830,19 € et en section d'investissement, 752 207,21. Donc si vous avez regardé la décision modificative, le tableau, vous apercevrez qu'en dépenses, section de fonctionnement, on a diminué la voilure. Peut-être l'agrandir, mais je vais l'expliquer de toute façon. On a récupéré en charge générale à caractère général 128 446,81 par rapport à la DM2, sur lequel on avait mis 157 000. Cette partie-là, on récupère en opération d'ordre 119 000 € que l'on renvoie en section d'investissement. Ensuite, il nous reste donc en dotation et provision 23 277 € sur lequel M. Dumay a parlé, ce qui nous fait une section de fonctionnement à hauteur de 13 830,19 en dépenses. Et en recettes, on récupère une partie en opération d'ordre par rapport à la section d'investissement à hauteur de 13 330,19 et une reprise de provision des 500 € sur lequel on a encore discuté la fois précédente. Donc on est à 13 830,19 €. Pour ce qui est de la section d'investissement, bon, je vous ai parlé de l'opération d'ordre. Ensuite, immobilisation corporelle, on enlève 400 000 €. Donc 20, 21, 23, on enlève une partie des financements qu'on avait mis pour les remettre en opération d'équipement à hauteur de 4 millions d'euros. Et ensuite, il y a une opération patrimoniale. Bon, ça, c'est le résultat de l'ensemble des amortissements, etc., que nous faisons au fur et à mesure par rapport à le travail qu'on fait sur Jean Jaurès et sur les autres travaux. Et donc, on arrive à une section d'investissement à hauteur de 752 207,21 en dépenses. Et bien sûr, en recettes, bon, mais je vous ai parlé des 119 000 qu'il y avait par rapport à la section de fonctionnement. Vous avez une opération patrimoniale à hauteur de 557 406,80. Là aussi, c'est la somme des opérations que nous faisons par rapport à la récupération des avances. Et ensuite, nous avons donc une subvention d'investissement que l'on a eue à hauteur de 75 800,41, ce qui nous fait une recette de 752 207,21 qui équilibre l'ensemble des dépenses. Voilà. Il y a des questions? Merci, M. Cabri. Je vois que tout le monde a été attentif aux chiffres. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Coppe, ajustement de la provision pour créances douteuses, budget assainissement. C'est douteux, hein? Je vous passe les considérations identiques à celles du budget ville. Et, compte tenu de l'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs, en date du 19 octobre 2023, j'expose à l'Assemblée que la délibération numéro 2022-11-23 du 30 novembre 2022 a approuvé l'ajustement de la provision semi-budgétaire à hauteur de 326 €. Attention. Sur le budget de l'assainissement afin de couvrir le risque estimé à 935 € pour la dépréciation des comptes de tiers pour l'année 2022. Au vu des états des restes à recouvrer transmis par le comptable public, il convient de procéder à l'ajustement de la provision par une dotation complémentaire. À cet effet, il y a nécessité à constituer une reprise partielle de la provision pour la dépréciation des comptes de tiers, semi-budgétaire,
pour un montant de 434 € afin de couvrir le risque estimé à 500 €. Je propose au conseil municipal d'approuver cette reprise partielle de la provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 434 € pour l'année 2023. Il est dit que les crédits budgétaires seront inscrits au chapitre 78 du budget assainissement 2023. Je vous remercie. Merci, Monsieur Coppe. Des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Robert Domas, autorisation de signature du contrat de mixité sociale pour la période triennale 2023-2025. Et après, je ferai un petit explicatif. Considérant que la commune de Cuers est soumise depuis 2011 aux dispositions de l'article 55 de la loi SRU, que la commune a fait l'objet d'un arrêté préfectoral prononçant la carence définie par l'article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019, à la date du 24 décembre 2020, que le bilan triennal 2020-2022 fait état d'une production globale ne répondant pas aux objectifs de 25%, que le courrier du préfet en date du 23 janvier de la ville 23 propose de signer le contrat de mixité sociale indiquant les engagements de la ville afin d'atteindre les objectifs réglementaires sur la période triennale 2023-2021 et que la commission développement et aménagement du territoire au service technique a été consultée le 17 octobre 2023. Donc, cette délibération d'autorisation d'une signature de contrat de mixité sociale pour la période triennale 2023-2025 est opportune car elle s'inscrit dans la continuité de la modification du PLU, délibération en date du 27 avril 2023, qui visait à opérer une baisse importante de la constructibilité, ce que nous avons fait, ainsi que la production de logements sociaux. De nombreuses zones, je vous le rappelle, étaient à 60%. Le PLU modifié, que nous avons modifié, en avril, porte un taux de mixité sociale à 30% sur le site des Péreguins et à 40% sur le reste du territoire. Donc une baisse non négligeable. En complément d'information, toujours concernant l'autorisation de cette signature, je vous informe que la commune qui est soumise à l'article 55 de la loi SRU, a été soumise à 4 plans triennaux depuis 2011. L'objectif du plan triennal 2020-2022, nous avions 460 logements à produire. Bilan de la période, 62 logements sociaux construits. Le nombre de logements sociaux dans l'inventaire en service, 364. Le nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2022, 990 logements. Le nombre de demandes de logement enregistrées, 340 demandes. Bon, il faut vous dire aussi que il y a beaucoup de communes qui résistent à cet article 55 de la loi SRU et beaucoup de communes qui ont des difficultés, effectivement, il faut le reconnaître, vu la composition du territoire, pour faire du logement social. Donc, le gouvernement a modifié cette loi et en proposant dans la loi 3DS de février 2022 qui a modifié le mode de calcul pour la construction des logements locatifs sociaux. Les objectifs pour la période triennale 2023-2025, suite à la loi 3DS, proposent 326 logements sociaux à réaliser sur cette période triennale. Je répète, M. Chalot, 326 logements sociaux. En signant le contrat de mixité sociale, l'objectif est de 232 logements, soit 94 logements de moins. Donc c'est quelque chose quand même qui est plus atteignable pour notre commune et qui s'organise autour de 3 volets. Point repère sur le logement social sur la commune, outils et leviers d'action pour le développement du logement social, objectifs, engagements et projets sur la feuille de route 2023-2025. Le contrat de mixité sociale est donc un document permettant de comprendre les principales dynamiques du logement social sur le territoire, d'évaluer l'impact des moyens déjà mobilisés, d'identifier ceux pouvant être actionnés à court et moyen terme. Dans sa mise en œuvre, il permettra également un lieu d'échange continu entre les différents partenaires sur la période triennale 2023-2025. Ce document de programmation envisage les actions et outils permettant de réaliser un partenariat entre la commune et
entre la communauté de communes Méditerranée Porte des Morts, la commune de Cuers, l'État et les acteurs locaux de l'habitat, tels que l'établissement public foncier, EPF, les bailleurs sociaux concernés ou encore l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, afin d'atteindre des objectifs de production de logements sociaux réglementaires. Le contrat conclu pour la période triennale 2023-2025 commence à la date de la signature et s'achèvera le 31 décembre 2025. Une petite modification, objectif pour la période 2023-2025 suite à la loi 3DS, 306 logements au lieu de 326. Mais nous, on est bien à 232. Hein. Donc, je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de mixité sociale annexé et tous les documents y afférents. Je vous remercie. Merci Monsieur Domas. Oui, je vais un petit peu refaire un résumé, un petit peu un historique sur ce qui se passe sur le logement à Cuers. Le préfet est venu donc, comme je vous l'ai dit, il y a 10 jours et nous savons tous que maintenant les préfets sont mis dans les départements et surtout dans le sud pour trouver des solutions à la problématique du logement. On s'aperçoit quand même qu'avec la crise économique que l'on subit, on aura de plus en plus de nos jeunes, de nos petits-enfants qui auront plus accès à la propriété ou même à la location, puisqu'on se rend compte que l'immobilier augmente, c'est de plus en plus cher, même si à aujourd'hui les taux de crédit ont l'air de se stabiliser et l'immobilier va forcément par ce cursus un petit peu baisser. Ça reste quand même compliqué pour nos jeunes et nos moins jeunes. L'État s'est rendu compte quand même que cette loi SRU n'était pas forcément une bonne loi, même si depuis des décennies, chaque parti en a rajouté une couche. Ils pensaient qu'elle ne serait jamais appliquée. Maintenant qu'elle est appliquée, tout le monde se retrouve le bec dans l'eau. Et il a fallu trouver donc des solutions à ces problématiques, d'où la loi 3DS. Ce qui est sûr, c'est que sur Cuers, comme tu l'as dit, il devait être produit 990 logements. Et j'aime pas dire sociaux, je préfère dire à loyer modéré, parce que ça touche toutes les catégories sociales. Il a été produit 62. 62, ces productions, ça vient de l'ancienne municipalité qui avait exactement les mêmes contraintes que nous. Hein, je veux dire, c'est pas une critique. Hein. Nous, le temps de restructurer la ville, on n'a pas produit grand-chose, si ce n'est la construction en bas du Madériol de la résidence intergénérationnelle, mais ça rentrait dans le quota de l'ancienne municipalité. On a une demande, si je ne me trompe pas, Madame Martédu, pour les Cuersois et les Cuersoises de 350 demandes de logement, 353 exactement. La production sans ce contrat de mixité sociale était de l'ordre de 300-310 logements. Ce contrat va nous permettre de produire 232 logements, comme tu l'as dit Robert. De plus, on a vraiment freiné, puisque la dernière révision du PLU, on avait certains secteurs qui étaient à 100% de logements à loyer modéré, et on a négocier un 40%. Voilà, donc c'est quand même important de le signaler. Les constructions se feront en partie sur les Péreguins, puisque on a fait cet arrangement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui nous a permis de sortir de ce procès, je le rappelle, de 11 millions d'euros, et derrière un portage de l'EPFR qui s'arrêtait au 1er janvier. Le PFR, un coup continuait à porter, un coup il ne continuait pas, etc. Donc il y avait le cas échéant aussi le rachat de ces terrains qui sont portés par l'EPF. Donc, et on va lancer, et je ferai une réunion publique dès le lancement, l'OPH du centre-ville, où on a repéré, mais dans le contrat de mixité sociale, pour ceux qui l'ont lu, on n'a mis que 200 logements,
mais on a repéré 400 logements vacants, insalubres, etc. Donc l'idée, c'est pas de surconstruire sur les extérieurs, parce qu'on ne peut pas dire on fait une zone agricole protégée et derrière bétonner. Surtout qu'il y a la loi ZAN qui va arriver dans peu de temps et que pour l'instant, l'État est un petit peu embêté avec cette loi puisqu'ils ne savent pas trop comment la ventiler. Et c'était un sujet justement mardi à cette convention sur Paris où on a donné quelques options à analyser. Donc voilà, on n'est pas contre le logement non plus, il faut quand même dire les choses comme elles sont, mais il faut qu'on soit restructuré, ce qui n'est pas encore le cas, même si en 3 ans, on a quand même commencé à un petit peu transformer la ville, mais il faut qu'on se structure pour nos enfants dans les écoles, sur nos routes qui sont toutes dans un état catastrophique, et je crois que cette année, si je ne m'abuse, on avait prévu 600, 700 000, 400 000, je ne sais plus. On parle tellement de chiffres en ce moment. On est en plus de 1,2 million sur nos routes. Donc on fait un réel effort. Voilà. Donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut le faire secteur par secteur. Et il faut que ça soit, comme je l'ai dit à maintes reprises au préfet, il faut que ça soit pour nos Quersois. Voilà. Tout en sachant quand même qu'il y a toujours les logements d'ALO, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, se retrouvent dans des conditions assez dramatiques. Donc il y a un petit pourcentage qui est réservé à l'État, mais 353 demandes pour les Quersois. Donc nous on privilégiera les Quersois, j'ai soif. Le préfet est d'accord, après on verra si ces paroles seront suivies des actes. Je l'ai bien répété, je l'ai bien fait comprendre. Il comprend, c'est un ancien fonctionnaire de la territoriale, il connaît les problématiques que l'on a dans nos communes et je pense que cela devrait plutôt bien se passer. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Chab? Oui, beaucoup d'informations. Un petit mot en préambule en remerciant, effectivement, je tenais à remercier M. Domas qui prend toujours le temps quand je... Malheureusement, vu mon emploi du temps, quand je loupe les commissions, de me recevoir dans son bureau pour refaire un point sur les dossiers. Voilà, je tenais à le dire en avance. Ceci étant dit, pour autant, d'ores et déjà, je le dis, on votera contre cette délibération, mais ne le prenez pas personnellement, Monsieur Domas. Donc, Monsieur le maire, vous avez dit pas mal de choses intéressantes, pas mal d'ambiguïtés ont été élevées. Après, si je suis la logique, effectivement, de la loi SRU, vous disiez 990 logements en retard, pour que les gens visualisent, et vous prenez tout le quartier autour du Lidl, tout ce qui est en dessous de Jean Moulin, et puis, en fait, ça fait même pas 1000 logements. Donc, effectivement, si on suit la loi SRU, il y a un sacré retard, 353 demandes de logement. Si j'ai bien compté, il y a une moyenne de 11 ans avant d'avoir un logement social sur Cuers. Ça, c'est pour les habitants de la commune. Parce que vous ne l'avez pas assez dit, mais combien de demandes qui viennent de l'extérieur? Combien de demandes de retraités qui, dans les prochaines années, vont arriver dans le sud? Et effectivement, ça c'est pour nos Quersois, mais il faut savoir aussi qu'il y a des centaines et des centaines de gens qui sont éligibles au logement social sur Cuers et qui ne viennent pas forcément de Cuers. Je vous coupe oui. pour vous donner l'information. Je pense qu'on est à 500 personnes en demande. Voilà. Donc sans compter les DALO et l'extra. Ouais. Donc on est en retard sur le logement, effectivement, et on nous demande d'accélérer. Et là, vous nous présentez une convention de mixité sociale censée rendre plus acceptable la trajectoire de rattrapage, mais en continuant à subir forcément ce fameux racket de la carence. Alors, quand je lis, effectivement, on aurait de la chance de signer cette convention puisqu'on aura plus d'outils à notre disposition, plus de connaissances sur le foncier, plus de moyens de mobilisation. La connaissance du foncier, déjà, c'était déjà dans le PLH qu'on a signé avec l'Interco, Programme local de l'habitat. Je me demande où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Bref, tout est mieux et surtout, par contre, là où je ne vous suis pas, c'est que vous sous-entendez que cela permettra de mieux loger les demandeurs quersois. En fait, c'est une première anicroche. Parce qu'en fait, soyons sérieux, mais sur les 232 logements, personne ne songe à croire qu'en fait, ce sera 232 quersois. Faut vraiment
faut pas exagérer. La partie commune des attributions au logement, elle est malheureusement ce qu'elle est, et elle est réduite à la portion congrue. Hein. On n'est plus... voilà. Moi, ce qui me dérange ici, c'est que même si c'est la loi 3DS, même si c'est soi-disant un aménagement, en fait, c'est pour aménager une loi qui en elle-même scélérate, c'est la loi SRU. C'est une loi ignoble, et quels que soient les aménagements, quelles que soient toutes les conventions de mixité sociale, les nouvelles lois qui viennent arranger, etc., la loi SRU, c'est un monstre froid qui mangera jusqu'au dernier mètre carré de notre territoire. Voilà. Ça, on peut courir derrière l'illusion d'une diminution de la carence, on peut se dire qu'en étant bon élève, on aura de la marge. Le préfet, aussi sympathique qu'il soit, et aussi avenant qu'il soit, il a un travail, c'est d'être le représentant de l'autorité de l'État dans le département. Et l'État, il veut poursuivre cette loi SRU. On sera toujours soumis à la carence, on sera toujours pointé du doigt, les communes du Sud seront toujours pointées du doigt sur cette loi SRU, et jusqu'au dernier mètre carré, on aura toujours de payer la carence. Et la vérité, mais les QRSOA, ils le sentent au fond d'eux-mêmes quand on discute avec eux, ils savent que, et ça c'est de manière globale, on ne peut plus se réfugier derrière l'immanquable excuse de on ne fait pas de politique nationale, mais on fait de la politique locale. Mais en fait, tout ce qu'on vit depuis des années, toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, auxquelles nous sommes tous confrontés, c'est la conséquence d'une politique nationale. Et les QRSOA, ils le savent. Mécaniquement, en France, ils savent qu'ils ne seront jamais prioritaires, sauf cas exceptionnels. Hein, si vous pouvez construire 200 000 logements sociaux par an, si vous faites rentrer chaque année 300 000 personnes qu'il faut loger, qu'il faut habiller, qu'il faut nourrir et qui n'ont pas tous des moyens financiers, mécaniquement, il y a quelque chose qui se grippe. Donc la crise du logement social, elle est aussi là. Il n'y a pas un problème de pas assez de production de logement, il faut prendre le problème inverse, ce n'est pas qu'économique. Et pour le centre-ville, on va en parler un peu, je vais rentrer vite fait dans la convention ensuite plus en détail, mais pour le centre-ville aussi, c'est la conséquence de choix nationaux. Peut-être que la marge haute des gens qui sont demandeurs de logements sociaux, c'est-à-dire que les classes moyennes, peut-être que dès qu'un logement vacant à peu près correct en centre-ville ne se libérait pas, peut-être que si ce logement n'était pas loué immédiatement par des associations du type de celles qui sont au Fast and Migrant Hotel pour loger ce qu'on sait, peut-être que les gens pourraient peut-être un peu plus trouver de logements sur QRS. Et effectivement, en fait, vous déplorez les effets, et je déplore ces effets avec vous, mais la différence entre nous, c'est que moi, je n'en chéris pas les causes. Donc moi je refuse de déplorer des effets dont à côté je continue à poursuivre et à chérir les causes. Alors pour revenir sur la convention, bon c'est des belles intentions, on voit effectivement il y a pas mal de choses. Bon, je suis ravi d'apprendre qu'on va encore réviser le PLU. Vous disiez tout à l'heure qu'on a réduit la constructibilité, mais il y a marqué noir sur blanc qu'en fait on cherche à débloquer de nouvelles possibilités de logement. Enfin c'est deux pas en arrière, 3 pas en avant. Où est-ce qu'on en est? S'il faut refaire une révision du PLU pour revoir s'il y a des réservoirs fonciers, tout cela ne sert à rien. Bon, je suis ravi de voir qu'on veut encore augmenter les garanties d'emprunt. Contrairement à ce qu'on pense, elles sont pas financièrement neutres pour la commune, elles ont un impact sur certains ratios. Et sur les projets prioritaires, et là je comprends la malice d'essayer de temporiser avec la préfecture, mais il y a quand même des programmes que vous avez identifiés qui sont quand même assez savoureux. Vous dites que vous avez 232 logements à réaliser sur 2023-2025. À l'âge d'or de la construction sur QRS, celle dont plus personne ne veut, on a réussi à en faire 202 de logements sociaux. Donc là, vous nous en promettez 232. Et quand on regarde les gisements que vous nous mettez, par exemple, vous parliez des Péreguins, très bon cas, très bon choix. Les Péreguins, il y a 50 logements prévus sur les 378. C'est marqué dans le tableau. Hein. Moi, je peux concevoir l'erreur matérielle, mais pour l'instant, il y a marqué ça. En fait, moi, si je bascule au niveau financier, si je prends une comparaison, ça s'appelle de la cavalerie. Hein. Parce que 50 sur 378, ça fait 13%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on recrée un déficit. Et on recrée un déficit sur global parce que ça se fait au nombre de constructions globales. Il aurait fait, malheureusement, donc sur les Péreguins, on recrée un déficit si on n'en fait que 50. C'est la loi de partout, vous recréerez des déficits. Ah oui, mais c'est un monstre froid, je suis bien d'accord avec vous. On restera toujours parallèle. Mais moi, vous me trouverez toujours pour dire que tout cela est aberrant. Mais je vous dis un petit peu le raisonnement. Moi aussi. Il faudrait en faire minimum 150. Et là où vous avez, excusez-moi monsieur le maire, je vous reprends à la volée, là où vous n'avez pas forcément raison sur les raisons économiques de la non-accessibilité au foncier,
et au renchérissement du coût du foncier, c'est quand vous faites une opération mixte, l'aménageur, le constructeur, il gagne 0 € sur les logements sociaux. Donc ça lui coûte même un peu d'argent des fois. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de renchérir le coût du parc privé, le coût de ce qui vend à côté. Donc forcément, l'accessibilité, elle s'en trouve dégradée. Tout cela, c'est logique. Et on compte 50% sur les Péruguins sur un projet qui veut se développer en tranche jusqu'en 2026-2027. Mais après, je comprends l'intelligence d'être un peu tranquille. Vous parlez de 36 logements sur 89 pour le projet en cours au chemin de l'abattoir. Donc les gens vont être ravis d'apprendre qu'il y a un projet, ils n'étaient pas au courant. Il y a un projet conséquent pour construire 89 logements à l'abattoir. Ils seront au courant. Vous savez que quand je communique, après je communique du factuel. Donc ils seront au courant en temps et en heure. Et comme je vous ai dit, il y aura une réunion publique. Si le projet est en cours, bon. Et la dernière, après il y en a d'autres, mais la petite cerise sur le gâteau, c'est que la dernière fois, au dernier conseil, on avait voté contre une acquisition foncière. Parce qu'on vous disait, on ne croit pas les objectifs, le but officiel poursuivi, et on a peur que ce soit la véritable finalité soit différente. Il a fallu un seul conseil municipal pour apprendre qu'en fait, oui, les 2 parcelles dont on parlait qui étaient constructibles, elles sont aussi en projet. Et moi, je suis comme vous, je n'ai pas de problème avec le logement social sur le concept, sur la nécessité, effectivement, de réserver une part de logement social ou de logement à loyer modéré, vous le disiez. Moi, je n'ai pas de problème sur la conception. Mais moi, j'ai le problème sur le système tel qu'il est conçu aujourd'hui. Nous voterons contre. Nous combattons cette logique. On combat la loi SRU. Nous voterons contre parce que la logique, derrière, elle est viciée et elle ne bénéficie que trop peu à ceux qui le méritent vraiment. Et on votera contre, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler sur le centre-ville, parce que je trouve aussi que juste l'outil de l'OPH, certes, il est intéressant, mais on n'a pas plus de visibilité sur ça, qui sera le maître d'œuvre. Il y a d'autres dispositifs qui sont aussi mobilisables, dont on ne parle pas, je trouve ça regrettable, le permis de louer, il y a pas mal de choses pour densifier ou pour même réhabiliter le logement vacant. Je trouve que ça manque un peu d'explication pour le centre-ville. Je me demande comment est-ce que vous allez y arriver juste avec une simple OPH, alors qu'il y a d'autres dispositifs à mettre en route. Voilà, donc la mixité, les Français n'y croient plus parce que c'est un terme qui est galvaudé. Ils comprennent la réalité qui se cache derrière ces grands mots. Donc, pour concrétiser, d'où l'explication de notre vote contre. Merci. Pour le centre-ville, n'ayez pas peur, faites-moi confiance. Vous verrez que quand je dis quelque chose, non, mais c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut pas non plus 2 fois être optimiste. Vous verrez que tout ce que je dis, je le fais. Je cache rien. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il va y avoir, justement, avec l'étude qui va être lancée, ou qui a commencé, Magali, qui a commencé ces mois derniers sur l'OPH. Dès qu'on aura avancé, on va faire une réunion publique. Après, c'est toujours pareil, réunion publique, il y en a qui viennent et qui viennent jamais. Et ceux qui viennent jamais, c'est ceux qui se plaignent. Donc, on va faire une réunion publique où on va tout expliquer, où il y aura des professionnels du secteur qui interviendront et qui expliqueront clairement et nettement les propositions que l'on va faire. Voilà. La réunion, vous la ferez avant ou après avoir choisi le maître d'œuvre de l'OPH dans le centre-ville ? Non, tout sera fait avant. Avant, voilà. Si vous pensez au maître d'œuvre qui est au Péruguin, c'est pas forcément lui. On en a déjà parlé, etc. En ce qui concerne la loi, la loi, elle est là. Je veux dire, je prends un petit peu vos propos, pas trop dans l'ordre, mais oui, s'il faut réviser les PLU, le PLU, on le révisera encore. Il n'y a que ça qui peut nous, protéger un petit peu, je veux dire, par rapport à la loi. Certaines communes l'ont fait, d'autant plus que les PLU, ça va être obligatoire de réviser les PLU. C'est une procédure qui prend quand même au moins 3 ans. Ça ne se fait pas à mi-mandat, pour vous dire franchement les choses, puisque avec la loi ZAN, on va diminuer de 50% les territoires constructibles. Donc forcément, toutes les communes seront obligées de réviser leur PLU. Voilà. Alors après, voir comment on va ventiler ça, parce que forcément, ils ont une idée derrière la tête. Je veux dire, je vends 2 villas côte à côte, enfin 2 lots, j'ai la possibilité de construire verticalement. C'est pour ça qu'il faudra se blinder. Et je suis très attentif
à tout ça. En tant que, alors tout le monde est cuersois, je veux dire, mais en tant que pur cuersois, il y a des secteurs, franchement, ça me fait râler que ça soit passé en zone constructible. Je veux dire, des secteurs où quand j'étais petit, j'allais m'amuser dans la colline, je me retrouve avec plein de villas. C'est pas normal, je veux dire. À une certaine époque, ça pouvait peut-être se faire. Maintenant, il faut réfléchir, quoi. Et l'année prochaine, on révisera partiellement et on ira au bout de ce qui est possible, justement avec l'initiative qu'on a prise, ce ville basse température, pour encore contraindre notre PLU. Voilà. Quant aux attributions, vous avez parlé des attributions, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment insisté avec le préfet. Je veux dire, j'ai vraiment insisté. Maintenant, un préfet, ça reste 2-3 ans. Donc, de toute façon, le plan triennal, il existe pas d'aujourd'hui. Je veux dire, Robert vous a donné les années. Voilà. Maintenant, si on signe un contrat de mixité sociale, c'est quand même aussi un engagement de la part de la commune. À un moment donné, on ne peut pas jouer avec l'État. On arrive à jouer, ça fait 3 ans qu'on joue au chat à la souris. Je suis quelqu'un qui ne me gêne pas de dire les choses. J'étais encore en ligne avec le secrétaire général de la préfecture qui voulait que je... Enfin, qui voulait. J'ai reçu une société qui a déposé un permis, sans nous prévenir. Le rendez-vous, il a duré 7 minutes. Vous pensez bien qu'après, ils sont allés pleurer à la préfecture. Hein. Ça a mis 15 jours pour aller pleurer, mais ils y sont allés. Hier, j'étais avec le secrétaire général de la préf, qui m'a dit, il va falloir qu'on se réunisse avec eux. Je lui ai dit, on se réunira quand je le voudrai, pas quand vous le voudrez. Voilà. C'est une bataille perpétuelle. Voilà. Après la bataille, j'aime bien. Ça me plaît. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette loi SRU, sur ce... Comment ? Oui, tu peux dire un petit mot sur cette loi SRU, sur les actions que l'on mène. Et concernant la politique, je dirais que ça va même plus loin. C'est plus une politique française, c'est une politique européenne. C'est pour ça que je vous appelle tous à aller voter aux futures européennes, parce que beaucoup de décisions sont prises à l'Europe et plus en France maintenant. Oui. Monsieur Cabri. Oui, il y a aussi une nouvelle loi qui est sortie et qui détermine dans les espaces ruraux le droit de garder les terrains sans immeuble. Cette loi, elle est sortie en fin de 2022 et elle commence à être discutée totalement. D'ailleurs, avec le SCOT, on en a discuté longuement. Et au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que la discussion sur le centre-ville avec la remise en état de l'ensemble des immeubles permettra de garder les potentialités de cette loi. Parce que maintenant, au fur et à mesure du temps qui va passer, on aura de moins en moins de possibilités de faire sur des nouveaux terrains des nouvelles constructions. Parce que la loi ne nous permettra plus. Alors, il y a la loi SRU d'un côté, et de l'autre côté, il y a une loi qui contredit totalement la loi SRU. Et donc, au fur et à mesure, nous, on s'est adapté, comme on vous a dit, monsieur le maire et monsieur Domas, on s'est adapté déjà au centre-ville, avec 400 potentialités de logement. Et c'est ça sur lequel on va travailler énormément. Et c'est pour ça que sur les extérieurs, on a commencé à calmer le jeu par rapport au PLU. Et la discussion qu'on a eue avec le SCOT, elle est dans cette orientation-là. Et donc, on va essayer de travailler en équilibre. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et monsieur le maire vous en a parlé. Prends le micro, Robert. Prends le micro. Oui, monsieur Chable, vous n'êtes pas sans savoir que la loi, elle est ce qu'elle est. La loi SRU, c'est une loi, comme vous avez dit, scélérate. Et tout le monde en est bien conscient. C'est du racket. Mais c'est la loi. Donc la proposition que nous fait la préfecture en signant ce contrat, je pense que c'est une bonne proposition. Alors maintenant, vous dire qu'à coup sûr, on va faire les 200, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, ce que vient de dire M. Cabri, la loi que vous devez connaître, puisque vous êtes bien placé, résilience et climat, ou climat et résilience, comme vous voulez, elle va nous geler certaines escalopes qui sont encore dans la périphérie du centre-ville. Par contre, elle va nous obliger à densifier le centre-ville. Et c'est là que l'OPA prend toute sa place.
il y a des communes qui fonctionnent comme ça. Je regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'urbanisme dans les communes de la Garde. Dès qu'il y a un immeuble, une maison dans un quartier qui est à vendre, il y a préemption, ils démolissent et ils construisent. Alors c'est sûr, c'est pas la petite maison dans la prairie avec le jardin, etc. C'est des maisons en hauteur. Mais c'est dans le centre-ville et c'est ce qui va arriver dans toutes les communes. Voilà. Comme tu le disais, Robert, et après je vous donne la parole, pardon. Avec la révision du PLU, on a quand même un petit peu bloqué certains terrains, les terrains des Saint-Pons, les terrains de Quenelle, et on avait des secteurs, comme je vous l'ai dit, à 100% de logements à loyer modéré. Et on est passé à 40%. Monsieur Chable, je vous laisse la parole et après on passera à autre chose. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord sur le principe, mais comprenez quand même que moi je pense que déjà pour la densification c'est un maigre mot, déjà remettre des gens dans des logements, même en refaisant les logements et en conservant le nombre de logements existants, déjà on gagnerait énormément de monde, mais je trouve que l'outil ça manque encore un peu de visibilité et qu'il y a aussi d'autres choses qui sont mobilisables. On peut aussi faire du portage, il y a énormément de manières de garder la main sur le centre-ville. Dans les objectifs que vous aviez dans le tableau que vous fournissez sur quel projet, etc. Grosso modo, et c'est pas une critique, mais c'est juste on regarde que effectivement il y a 5 ou 6 logements qui sont dont la responsabilité incombe à la mairie. On va remarquer que l'aménageur et la mairie, fait quelques-uns en centre-ville. Mais on peut, ça là-dessus, si on met en place les bons outils, comme alors certes il est mal vu parce que des fois il est mal conçu, mais comme le permis de louer, ou alors à côté de ça on fait le portage via d'autres prêts, notamment auprès de la Banque des Territoires, on peut aussi garder la main sur un nombre de logements plus important. C'est le manque moi que je vois dans ce document. Et après c'est toute l'optique, c'est oui on peut déplorer, mais les lois qui nous empêchent maintenant de l'extension urbaine, c'est parce qu'en fait elle est calculée au niveau régional et que les métropoles ont bouffé tellement d'espace qu'il n'en reste plus pour les communes rurales. Et ça, il y a plein de choses que je dénonce. Mais moi je pense qu'il est illusoire, on peut continuer à jouer un peu, mais il est illusoire de dire aux gens à terme on baissera la carence, ou à terme on va tous vous loger, etc. Il y a des problèmes qui sont, vous le disiez, qui ne dépendent pas de nous. Donc j'invite les gens effectivement, dès qu'ils le pourront, aux prochaines échéances, à aller voter. Non, mais la carence, pour moi, c'est pas. Alors, la carence, oui, elle peut être peut-être supprimée. Non. Par contre, je dis bien peut-être. Par contre, l'amende, pour moi, c'est pas une amende, c'est une imposition. Hein. Enfin, excusez-moi, quand je dis la carence, c'est le terme générique de l'amende. Par contre, puisque vous avez parlé du permis de louer, la compétence logement, et c'est moi qui m'en occupe, elle est à la communauté des communes. Et au prochain conseil communautaire, nous allons voter pour la commune de Cuers, parce que les autres communes n'ont pas fait ce choix, justement, le permis de louer. Voilà. Ouais, comme ça, les communes, elles ne sont pas soumises à la loi SRU. Oui, mais après, chaque commune peut choisir ou pas choisir. Si certaines le décident, elles pourront se rajouter. Après, on a un levier aussi. Je veux dire, l'idée, c'est on a fait une entrée de ville avec du tertiaire. On a 2-3 grosses belles sociétés qui vont s'implanter. Ces sociétés, il y en a une qui a plus de 70 personnels. Ce personnel, certainement, il va chercher à louer, à se rapprocher, parce que c'est une délocalisation entre villes, il va chercher du logement. Ces entreprises, si elles arrivent à investir 2-3 millions d'euros, peut-être qu'elles peuvent investir sur le centre ancien, acheter des immeubles, les rénover, conventionner leur loyer et permettre à certains de leurs employés aussi d'avoir accès à ces logements. Il y a plein de leviers, on y travaille tous les jours dessus et on trouve les solutions. Et donc sur le prochain conseil communautaire, il y aura ce fameux permis de louer. Voilà, je vous remercie pour la bonne tenue des débats. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie.
Affaire suivante, on a 3 petites délibérations dans ce style-là. C'est Monsieur Robert Domas, l'acquisition des parcelles cadastrées AL numéro 325-326 appartenant à Madame Valerio. La suivante, c'est des parcelles appartenant à Monsieur Ferretti et Monsieur Ravel. Et la troisième, qui est aussi la même, c'est des parcelles appartenant à la SARL Labroue, représentée par Monsieur Raphaël Dor. Le seul changement dans celle-ci, c'est qu'il y a une personne qui a un petit peu négocié le prix et c'est pas le même prix que les deux autres délibes. Allez. Donc, acquisition des parcelles cadastrées AL 325 et 326 appartenant à Madame Anna Valerio. Comme chacun d'entre nous a pu s'en apercevoir, la ville est dans une démarche d'amélioration des entrées de ville afin de renforcer ou de créer des cheminements pour les déplacements en mode doux. Après sollicitation de la commune, Madame Anna Valerio accepte de céder à la commune les parcelles cadastrées AL 325 et 326 d'une contenance de 77 mètres carrés et 14 mètres carrés, soit au total 91 mètres carrés, situé avenue Ourcade au prix de 728 €, soit 8 € le mètre carré. Il est indiqué que ces parcelles sont concernées par l'emplacement réservé numéro 8, permettront de réaliser l'aménagement d'une bande paysagère avec pistes cyclables et piétonnes. Il est indiqué que cette acquisition se fera par acte administratif. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à acquérir les parcelles cadastrées AL 325-326 d'une contenance de 91 mètres carrés, située avenue Adjudant Ourcade au prix de 728 €. D'autoriser Monsieur le maire à faire signer tous les actes nécessaires à l'officialisation de cette acquisition. D'autoriser Monsieur le premier adjoint au maire de Cuers, légalement habilité à représenter la commune pour signer les actes administratifs en vertu des dispositions de l'article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Il est dit que cette acquisition aura lieu par acte administratif et que tous les frais seront à la charge de la commune. Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 21, immobilisation corporelle du budget communal 2023. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il s'agit d'acquisition de parcelles à partir du rond-point Picasso de Lidl jusqu'à l'entrée de ville à Cuers. Donc notre intention, c'est de faire ce que je viens de vous dire. J'espère que vous allez voter pour. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Non, du coup, ça m'oblige à faire une explication de vote. Non, Monsieur Domas, tout simplement, on a pris le choix, notre groupe, sur toutes les questions d'urbanisme de manière générale. Désormais, on s'abstiendra. Ça ne remet nullement en cause la qualité de vos interventions et de vos explications. Mais voilà. Je vous demanderai donc de venir aux commissions parce que M. Domas ne vous recevra plus. Allez, je ne sais plus par où je commence. Qui s'abstient? Voilà. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Affaire suivante, M. Domas. C'est la même délibération, il n'y a que le vendeur qui change, puisqu'il s'agit, après sollicitation de la commune, M. Robert Ferretti-Ravel accepte de céder la parcelle cadastrée AL 293 d'une surface de 137 mètres carrés, située avenue Adjudant Ourcade, au prix de 1096 €, soit 8 € le mètre carré. Donc pareil, cette parcelle, je ne vous parle plus à vous, cette parcelle est concernée par l'emplacement réservé numéro 8 et permettra de réaliser l'aménagement d'une bande paysagère avec pistes cyclables et piétonnes. Ah, j'ai compris, M. Chable, il ne fait pas de vélo, c'est pour ça. Il n'aime pas les vélos, M. Chable, c'est pour ça qu'il s'abstient. Voilà, donc pareil, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à acquérir cette parcelle au prix de 1096 €. Allez, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Affaire suivante, M. Domas. Alors, vu le développement du parc tertiaire pour la création de commerces et de bureaux, la ville souhaite, pour le mieux vivre sur son territoire,
aménager un cheminement piéton et cycliste en reliant la ville à ces opérations afin de se déplacer en toute sécurité. Pour ce faire, et suite à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux travaux en cours, la SARL Labroue, représentée par M. Raphaël Dor, accepte de céder à la commune les parcelles cadastrées AX 173 à 181 et AY 138P d'une contenance de 79, 245, 507, 435, 482, 440, 161 et 218 mètres carrés situés avenue Léon Amic au prix de 4 € le mètre carré. Bravo aux négociateurs. Allez, qui Ces s'abstient? parcelles seront acquises en 2 phases afin que la commune réalise les premiers travaux. Première phase, acquisition des parcelles AX 177, 180 et AY 138P au prix de 4 372 €. Deuxième phase, acquisition des autres parcelles au prix de 5 896 €. Les parcelles concernées par les emplacements réservés 1, 2 et 67 permettront de réaliser un accotement piétonnier ainsi que la création d'un rond-point pour la sécurité. Il est indiqué que ces acquisitions se feront par acte administratif. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à acquérir ces parcelles comme suit, en 2 phases, d'autoriser le maire à faire signer tous les actes nécessaires à l'officialisation, d'autoriser monsieur le premier adjoint au maire légalement habilité à représenter la commune. Ces acquisitions auront lieu par acte administratif et les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 21, immobilisation corporelle. Voilà. Merci. C'est pour améliorer l'entrée de ville, pour qu'on ait une ville correcte. D'ailleurs, demain, j'ai une petite réunion justement sur les aménagements de cette entrée de ville. Monsieur Chable a une question à vous poser, monsieur Domas. C'était pas prévu. D'ailleurs, en parlant de sécurité, j'ai une question concernant l'entrée du pôle santé, hein, pas celui-là. Le pôle santé, est-ce qu'on ne pourrait pas clarifier ce que les gens ont droit ou pas le droit de faire? Je m'explique. J'ai failli me faire couper en... Quoi? Voilà, exactement. J'ai failli me faire couper en deux la dernière fois, et c'est vrai que c'est un problème que j'avais pas anticipé, que j'avais pas aperçu, mais c'est vrai que quand on voit clairement... Il y aura toujours des dingues, on est tous d'accord, il y aura toujours des fous furieux, ça on n'y pourra rien, il y a toujours des minorités. Mais c'est vrai que quand on arrive à ce niveau-là, je pense que soit clairement on montre aux gens qu'avec précaution, en mettant des pointillés, on peut passer, soit clairement on met des plots temporaires. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez en face, quand on ne sait pas, je veux dire quand vous êtes le conducteur moyen, vous arrivez là, etc., vous ne savez pas exactement si le mec d'en face, il peut ou ne peut pas passer. Les dingues feront toujours ce qu'ils voudront, on est bien d'accord. Mais moi, je parle pour les 97 ou 95% de gens raisonnables. J'ose espérer que ce soit à ce montant-là. Mais si vraiment on pouvait clarifier la situation, soit on crée des pointillés ayant dit, ou alors on met des plots temporaires le temps que dans quelques mois, peut-être, le rond-point se fasse. Voilà. Alors, c'est une départementale, je vous le rappelle. Le département a validé comme ça. Il est vrai que là, à l'heure actuelle, on est en train de faire une campagne de peinture sur nos espaces publics et il est prévu de faire des petits tirés, enlever la peinture avec, je ne sais pas comment ils font, ils brûlent la peinture ou ils mettent du goudron dessus parce que, bon, tout le monde comprend qu'on peut tourner qu'on peut tourner à gauche, mais c'est vrai que s'il y a un accident, pour les assurances, c'est autre chose. Donc, le département a quand même validé la route comme ça, et c'est nous qu'on a pris la décision courant du premier trimestre 2024 de faire un rond-point pour sécuriser cet espace. Voilà. On va passer au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient? Ah oui, c'est vrai. Vous abstenez. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Allez, la dernière. Il faut les faire. Par contre, comme vous êtes abstenu, je ne ferai pas les pointillés. Comme vous êtes abstenu, je ne ferai pas les pointillés. Allez, encore, monsieur Domas? Ouais.
Allez. Allez, une petite histoire, monsieur Domas. Alors, écoutez bien parce que celle-là, elle est unique dans les annales et les collectors. Hein. Alors, considérant que le bien cadastré, section AB numéro 33, situé au 25 rue de la Liberté, appartenant administrativement à la commune de Cuers, que le bien cadastré, section AB 32, situé 23 rue de la Liberté, appartient administrativement à Madame Isabelle Boéry, épouse Mialoc, et à Madame Liliane Porte. Que l'utilisation de ces biens par les propriétaires est erronée. Qu'il est nécessaire d'établir un acte d'échange afin de rétablir juridiquement la réalité de l'utilisation des biens et que ceci a été développé à la commission d'aménagement. Donc, la commune de Cuers a acquis par voie de préemption le bien cadastré AB 33 situé 25 rue de la Liberté pour des raisons stratégiques et que les clés remises par l'agence immobilière mandatée par le vendeur M. Patrick Meunier concernent les clés du bien cadastré AB 32 situé 23 rue de la Liberté appartenant juridiquement à Mme Isabelle Boéry, épouse Mialoc, et à Mme Liliane Porte. Après plusieurs investigations, les parties déclarent et reconnaissent que les biens dont elles sont propriétaires ci-dessus désignés leur appartiennent pour les avoir régulièrement acquis en vertu des actes notariés. Toutefois, il a été porté à la connaissance du notaire que depuis une période antérieure, tenez-vous bien, au 1er janvier 1956, les propriétaires successifs de ces biens jouissaient à tort de l'immeuble voisin, créant alors une inversion entre la propriété détenue et la jouissance factuelle des dits biens. Les actuels propriétaires ont requis le notaire afin de procéder à un échange immobilier, afin de rétablir juridiquement une situation de fait établie depuis de nombreuses décennies. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'acte d'échange des biens cadastrés de la section AB 33 située 25 rue de la Liberté et de la section AB 32 située 23 rue de la Liberté entre la commune de Cuers et Mme Isabelle Boéry, épouse Mialoc, et Mme Liliane Porte. D'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'échange de ces biens. Il est dit que cette acquisition aura lieu par acte notarié et que les frais d'acte seront pris en charge par la commune de Cuers et Mme Boéry, épouse Mialoc, à savoir 40% à la charge de la ville et 60% à la charge de Mme Boéry, épouse Mialoc. Les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 21, immobilisation corporelle du budget communal 2023. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Allez. Qui s'abstient? Alors c'est de l'urbanisme, je pense que M. Chable il s'abstient. Si, il respecte ses engagements. Hein. Ah ouais, pour une fois. Non, c'est pas beau. Allez. Donc qui s'abstient? Voilà. Qui est contre? Qui est pour? Allez. Merci au service quand même de s'être rendu compte de... On va appeler ça une coquille, allez, pour être gentil. Allez, on va passer aux questions diverses. Donc, Monsieur Chable nous a posé 2 questions. Je vais commencer, vous allez lire votre question, Monsieur Chable, concernant Jean Jaurès. Et après, on passera au second sujet, sur le commerce. Juste en préambule, excusez-moi Monsieur le maire, je préfère le faire maintenant qu'après parce que voilà, juste pour vous dire que en vertu de l'article 5 de votre règlement intérieur et de l'article 21-19 du CGCT, lors du prochain conseil, comme l'année dernière, nous demandons la tenue d'un débat de politique générale. Je préfère le faire maintenant, comme ça après... Bien sûr, il n'y a aucun problème, nous n'avons que ça à faire en plus, donc il n'y a aucun problème. Faites-le le 23 décembre, je pense que tout le monde va m'adorer. Bon, Monsieur le maire, alors,
Donc, le déménagement temporaire des élèves des écoles Jean Jaurès 1 et 2 pendant les travaux de rénovation et d'agrandissement suscite l'inquiétude des parents depuis le début de l'année scolaire. Donc, les parents soulèvent plusieurs préoccupations qui, prises ensemble, soulèvent des questions importantes concernant la sécurité des élèves. Donc, certes, tous les établissements scolaires et les crèches de Cuers doivent bénéficier d'un niveau de sécurité équivalent, mais cependant, les événements des dernières semaines exigent une attention renforcée à la situation spécifique des écoles Jean Jaurès, donc JJ1, JJ2, qui pour l'instant ne disposent plus de bâtiments permanents et se retrouvent dans des algécos. Un des problèmes majeurs et source d'angoisse réside dans le trajet que les élèves doivent emprunter tous les midis, avenue Maréchal de la de Tassigny, entre les préfabriqués et la cantine. Cette situation concerne donc la sécurité des enfants en dehors de l'enceinte scolaire et non pas à l'intérieur. Et d'autres évoquent aussi, par exemple, la situation assez confuse parfois au moment des sorties d'école. Donc la question se pose ainsi, quelles mesures la mairie envisage-t-elle de prendre pour répondre aux inquiétudes des parents d'élèves de Jean Jaurès quant à la sécurité globale des enfants hébergés temporairement dans les préfabriqués? Merci, Monsieur Chable. Comme vous le savez, je suis extrêmement attentif quand même à la sécurité de nos enfants scolarisés. Rappelez-vous à notre initiative la mise en place des alarmes portatives MyKeeper avec l'aide de l'intercommunalité il y a maintenant 2 ans. Des exercices sont faits régulièrement qui démontrent toute l'efficacité de ce dispositif puisque le dernier essai, j'étais sur Toulon, j'avais zappé la séance et l'exercice, j'étais en panique, à vous dire vrai. Voilà. Comme vous le savez peut-être, la préfecture a écrit à l'ensemble des collectivités locales du Var pour les informer que le dispositif urgence attentat entrait en vigueur. Nous avons pris toutes les mesures qu'il fallait prendre, et ce, pour toutes nos écoles. Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'école provisoire Jean Jaurès, la seule difficulté qui existait était relative à Jean Jaurès 1, sur le fait que les parents avaient la possibilité d'entrer dans l'enceinte sportive pour amener et récupérer les enfants, alors qu'il pouvait y avoir aussi des collégiens. Le seul problème relevait donc de la cohabitation parents-collégiens sur le même périmètre. Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons pris la tâche des enseignants de cette école et de leur IEN. Le changement souhaité nécessitait la présence d'un enseignant ou d'une enseignante au portail, comme il est fait à Jean Jaurès 2, et donc il fallait impérativement la validation de leur hiérarchie, c'est-à-dire de l'IEN, pour que nous puissions faire autrement. La question est réglée, l'IEN ayant donné son accord, nous avons mis en place un dispositif sécurisé. Fermeture de l'avenue Jean Moulin le matin et le soir, et les parents attendent devant les portails. Donc c'est effectif depuis la rentrée de la Toussaint, c'est-à-dire ce lundi. Pour ce qui concerne l'acheminement des enfants à la cantine, le personnel encadrant aussi, avec cet arrêté préfectoral, vient d'être doté du même système de sécurité qu'à l'intérieur de l'établissement. En outre, s'agissant de la police municipale, cette dernière y exerce bien sûr une surveillance fréquente. Toutefois, je m'étonne de votre questionnement, car pour en avoir parlé souvent avec mon adjointe Madame Leroy, jusqu'à présent, en conseil de classe, et ils ont lieu à l'heure actuelle, aucun parent délégué n'a abordé la problématique que vous soulevez. Néanmoins, je vous rassure, la sécurité des enfants étant une priorité pour nous, faut-il encore le rappeler, nous ne vous avons pas attendu pour mettre en place tous ces dispositifs. J'espère que ça répond à votre questionnement. On va passer au deuxième sujet. Monsieur Pierre-Laurent Chable, comme c'est son droit, nous a demandé que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir la proposition suivante. Création d'une indemnité forfaitaire et d'une commission municipale d'indemnisation amiable relative aux travaux de requalification qui ont démarré dans le centre-ville par l'avenue Joffre et qui se poursuivront en 2024, notamment sur la place Général de Gaulle.
Monsieur Chable, c'est bien volontiers que je vous laisse nous faire la lecture de votre proposition. Alors c'est un peu nouveau. Vous voulez que je lise stricto sensu ce que j'ai dit ou vous me permettez quelques modifications parce que c'était vraiment un texte écrit et qu'à l'oral ça risque d'être moins... Si vous racontez une histoire, ça peut le faire. Bon, j'ai déjà raconté tout à l'heure une histoire à monsieur Domas. Bon, je ne la raconterai pas aujourd'hui. Bon, merci monsieur le maire de me laisser la parole. Effectivement, je souhaite exercer donc cette espèce de possibilité de proposer les choses qu'ont les élus. Donc moi j'aurais voulu qu'on discute un peu et qu'on débatte d'une proposition de création à la fois, donc vous le disiez, d'une indemnité forfaitaire et d'une commission municipale d'indemnisation. Nul n'est censé ignorer que les travaux de requalification du centre-ville ont démarré, avenue Joffre, et vont se poursuivre. Alors, effectivement, après peut-être ce sera l'occasion d'avoir un calendrier plus précis. Place du Général de Gaulle, on parlait peut-être de convention, je n'en sais pas plus. Mais toujours est-il que, face au démarrage de ces opérations de requalification, il est primordial de s'assurer que les commerçants impactés par les travaux puissent être soutenus. Donc je le disais, par cette aide forfaitaire immédiate de 1 500 € et la création d'une commission d'indemnisation amiable, qui aura pour mission d'évaluer et d'indemniser de manière juste les préjudices économiques anormaux causés par les travaux, que je veux baser sur plusieurs principes qui ne sortent pas de nulle part, qui se font dans d'autres communes. Donc par l'impartialité avec le fait qu'elle soit présidée par un magistrat spécialisé en droit administratif, par de la transparence du fait que chaque demande puisse être étudiée selon les mêmes conditions sur la base d'un préjudice actuel, certain, direct, mais surtout anormal, et avec des modélisations d'indemnisation claires. Et là, je voudrais qu'on en discute peut-être pour déterminer les critères précis qui pourront être proposés, comme par exemple la perte de marge brute durant les travaux comparée à d'autres exercices. Évidemment, cette proposition, je vous l'ai écrit, ne constitue pas un seul bloc et elle peut être étudiée séparément. Donc c'était un petit peu le sens de mon propos et de ma proposition aujourd'hui pour donner de la visibilité à nos commerces et pour montrer qu'effectivement, nous les soutenons dans cette période difficile et qu'effectivement, on prend le pas sur plusieurs autres communes qui ont mis en place ce dispositif. Au plus proche, je citerai la commune de Hyères qui fait ça depuis l'année dernière. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Chable. Vous vous inquiétez à juste titre sur les conséquences donc, commerciales de nos travaux de rénovation sur les rues et les chaussées de l'hypercentre. Vous m'interrogez à la fois sur Joffre pour 2023 et pour Général de Gaulle 2024 ou l'année suivante, en faisant valoir votre droit à proposition. Toutefois, vous m'avez adressé vos droits à proposition après l'envoi du conseil municipal, mais surtout après la tenue des commissions municipales dans lesquelles sont analysées et débattues les délibérations. Mais s'agissant d'un sujet, effectivement, pour lequel j'apporte aussi la plus grande des attentions, je vous propose d'y répondre ici maintenant. Tout d'abord, je regrette de ne pas davantage vous entendre sur le bien fondé de ces rénovations et sur l'énorme impact positif qu'elles vont avoir sur la vie du centre-ville en général et sur la vie commerçante en particulier. J'ai pleinement conscience que pendant la période des travaux, il y a forcément un impact sur le fonctionnement de nos commerces. Toutefois, étant avec mon élu en charge du commerce, Denise Gauthier, en permanence sur le terrain, et surtout dans cette période que l'on pourrait croire difficile chez nos commerçants, je n'ai eu à ce jour, à l'exception d'un commerce, aucune remontée négative de nos commerçants. Ah ouais, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord, Madame Ambrojo, mais c'est factuel. Or, vous devriez connaître le dispositif existant aussi bien que moi. Un commerçant peut être indemnisé, doit pouvoir prouver que les travaux occasionnent un trouble anormal et spécial, engendrant une perte significative de son chiffre d'affaires en lien direct et certain, et pendant spécifiquement la période des travaux. Vous parliez des travaux de hier. Les travaux de hier, ce n'est pas sur 2-3 mois, c'est pratiquement sur 3 ans. Ce n'est pas tout à fait le même impact. Contrairement à ce que vous proposez, cette indemnisation ne saurait être forfaitaire au risque de rompre l'égalité de traitement de nos commerçants.
Je n'ai eu à ce jour aucune remontée de commerce se trouvant dans ce cas de figure. Je suis et je serai particulièrement attentif à tout commerçant qui viendrait me voir et qui me démontrerait cet état de fait, seul légitime pour rendre éligible ce commerçant au dispositif, encore une fois, que vous préconisez. Bien entendu, pour De Gaulle, où les travaux n'ont pas commencé, contrairement à ce que vous souhaitez, cela me paraît particulièrement prématuré, d'autant plus que ces travaux, très logiquement, impacteront beaucoup moins nos commerçants, aussi bien sur la durée que sur les possibilités de fermer ces espaces. Mon élu au commerce, donc, comme je vous le disais avant, Denise Gauthier, est à la disposition de tous les commerçants pour discuter de ce sujet. Et encore ce week-end, on recevait des commerçants. À vous dire vrai, cet après-midi, je suis allé chez un commerçant acheter mon tabac et il m'a dit la seule problématique que j'ai rencontrée, c'est réellement les 2 ou 3 jours où là, on a été obligé de barrer l'avenue Foch. Voilà, donc sans réalité sur la perte économique, puisque même certains commerçants m'ont dit qu'ils travaillaient mieux actuellement, dû aux travaux, je propose qu'il n'y ait pas de délibération spécifique. Je suis donc contre votre proposition, mais je vais quand même la soumettre au vote de l'Assemblée. Je vous le disais, on rencontre souvent, j'ai reçu une commerçante, une qui perd réellement du chiffre d'affaires, mais elle le perd ce chiffre depuis de nombreuses années, donc elle ne pourrait même pas rentrer dans le dispositif. Après, nous avons fait des réunions publiques où les commerçants sont venus, certains, d'autres pas, et pour avoir vu boucher, marchand de légumes, petite épicerie, ils n'ont pas de baisse significative de leur chiffre d'affaires, voire même certains, ils ne sont pas nombreux, je vous l'accorde, ont une augmentation de leurs chiffres. Voilà ce que je voulais dire et vous répondre. Je vais quand même le soumettre au vote. On pourra après en discuter si vous voulez dans mon bureau, hein, il n'y a aucun problème. Je vais le soumettre donc au vote. Qui est contre? Qui est pour? Ok, je vous remercie. Voilà, je vais... les pour, c'est les 2 groupes d'opposition. Je vais passer maintenant à une petite communication de fin de séance, juste pour vous informer quand même, ou vous pourrez informer aussi les personnes que vous connaissez, les personnes qui veulent se rendre, mais on communiquera un peu plus tard aussi. DGS reste surpris. Depuis la rentrée scolaire, nous avons réussi avec Zou d'avoir une ligne de bus qui passe par la zone d'activité. Ce parcours donc, ne passe plus par le chemin des Charrettes et ce parcours permet de partir du centre-ville, de traverser la zone. Il y a 2 arrêts bus dans la zone, plus 1 au skatepark. C'était aussi une demande des personnes qui habitent dans la zone et permet de remonter jusqu'à l'arrêt qu'il y a juste après le pôle santé. Donc pour les personnes aussi bien en mobilité réduite, alors peut-être pas en chaise roulante non plus, mais qui ont des difficultés à se rendre au pôle, ils ont cette solution-là. Et je reviendrai dessus un peu plus tard parce que les services sont en train de travailler sur une procédure aussi pour les personnes qui ont besoin de se rendre au pôle santé. C'est Madame Martédu qui en a la charge. Il y aura des mesures prises pour certaines personnes, voilà, afin de leur obtenir des tickets de bus. Ça vous va, monsieur Dégès, parce que vous n'étiez pas au courant, mais au moins ça vous met un peu la pression pour aller plus vite. Voilà.
Autre annonce, afin de clôturer ce conseil municipal, le prochain conseil où il y aura un petit débat avec M. Chable sera le 7 décembre, si j'ai le temps de le préparer, sinon je vous laisserai la parole. Et là, je tiens quand même à vous annoncer, je pense que c'est diffusé sur le tableau derrière, les festivités qui vont arriver en ce mois de fin novembre-décembre concernant Noël. Donc vous allez avoir la foire au Santon les 25 et 26 novembre, ici même au pôle culturel. L'inauguration des illuminations que nous maintenons au 1er décembre et qui se feront cette année devant l'Office du tourisme. Alors pourquoi devant l'Office du tourisme? Parce que cette année, on ne peut pas mettre la scène, si on peut appeler ça, la scène de Noël devant Jean Jaurès. Donc nous allons la mettre pour qu'elle soit le plus visible possible et le plus attractive devant le CCAS, l'Office du tourisme. L'inauguration du village de Noël qui se fera le 2 décembre. Une date importante, le Téléthon, le 8 décembre. Cette année, c'est notre club de handball qui s'occupe du Téléthon. Ils ont un très beau programme. Je vous invite à y participer. Je vous invite à y participer aussi financièrement. Il y aura des petites urnes qui seront mises, comme chaque année, à la mairie, à la bibliothèque, au CCAS. C'est important, la recherche à l'avance. On a besoin de la recherche et par vos dons, nous ferons encore avancer celle-ci. Et bien sûr, une balade et une arrivée du Père Noël qui promènera dans le centre-ville le 23-12. Voilà, donc vous aurez le programme qui sera diffusé donc sur tous les supports, Facebook, Insta, le nouveau site de la ville ainsi que dans les panneaux lumineux. Et il y aura un QRS Mag spécial festivité qui parlera que des festivités, Monsieur Chable. Voilà. Je tiens à le préciser. Voilà, donc je vous remercie pour la bonne tenue des débats. Je vous donne rendez-vous donc le 7 décembre. Le 7 décembre, je vous souhaite de bien remplir vos gourdes, de passer une bonne soirée. Merci.